Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous et merci de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Ravi de vous servir jusqu'à 10 heures ce matin où nous recevrons une pléiade d'invités de différents horizons. Trois dames, en l'occurrence, l'une d'elles a décroché avec brio ce prix prestigieux de la musique andalouse. Le prix consacré et en hommage à Abdelkarim Dali a été décerné cette année en 2022 à Nassima Hafef. Elle est avec nous ce matin pour justement parler d'une toute nouveauté. Elle prépare son premier album et le détail ce sera avec elle bien sûr. Une autre dame grande de par son cœur nous vient de Indefla. Il s'agit de Aqila Qadawi. Elle a lancé un projet très ambitieux en faveur de la petite enfance, notamment les enfants en situation de handicap, les autistes, les trisomiques et j'en passe aussi. Et d'autres enfants qui méritent une attention particulière et pour qui elle a consacré tout un projet d'hypothérapie. Et oui, la thérapie par les chevaux et par la pratique de l'équitation. On verra avec elle le détail de ce grand projet initié par cette grande dame qui est également à la tête d'une association d'hypothérapie. Alors aujourd'hui, nous aurons le plaisir aussi de recevoir Madame Saliha Wahyoun pour nous donner le meilleur de l'actualité culturelle de cette période des vacances. C'est du côté de Tizi Ouzou que cela se passe. Et puis Mustafa Bousseta, artiste peintre aussi, expose actuellement à la galerie Rassim et on essaiera de découvrir ensemble son empreinte artistique et son univers ce matin. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir un chercheur en biodiversité et notamment pour ce qui relève des mammifères en Algérie. Il s'est spécialisé par exemple dans la connaissance des chauves-souris et de leur évolution dans les montagnes algériennes. Et puis nous parlerons avec lui de l'incidence des virus et des virus qui peuvent atteindre les animaux, leur incidence et leur impact sur les êtres humains ce matin. Alors, nous aurons le plaisir aussi ce matin de recevoir aussi un représentant de l'ONM, l'Office national de météorologie. Et bien sûr, quand on parle d'équithérapie ou quand on parle de virée, de tourisme, le soleil est le bienvenu. Mais l'est-il vraiment pour tous ces agriculteurs qui attendent justement avec impatience les précipitations du mois de décembre? Alors, on verra ça avec Monsieur Nabil Hassaïn, spécialiste et chef de service prévision générale et de la marine au niveau de l'Office national de météorologie. Et en parlant de météo, justement, elle se prépare, elle est déjà prête à vous livrer les nouvelles du ciel et c'est tout de suite après ceci. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Mina Abed. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien? Très bien. Alhamdoulilah. Alors que nous disent les cartes ce matin, Mina? Je devine, il y a encore du soleil. Voilà, on s'est redécouvert. Évidemment. On a enlevé nos grosses vestes. On a caché les doudous. On a caché les doudous. Voilà. On n'arrive pas à les mettre. On n'arrive pas à les mettre, oui. On est toujours sur ce temps mitigé, mais souvent le soleil est roi. Exactement. Je passe à la carte et je suis sûre de voir beaucoup de ronds jaunes. Beaucoup de jaunes, voilà. Voilà, et c'est le cas, voilà. Beaucoup de jaunes. Alors qu'en est-il de cette journée, s'il vous plaît, Mina Abed? On va le découvrir tout de suite. Merci. Alors, bonjour à tous, excellent réveil. Beaucoup de brouillard, de la brume ce matin sur l'ensemble des régions intérieures ainsi que sur les régions côtières avec quelques petits nuages en journée vers les côtes ouest et centre, un ciel dégagé vers l'est du pays ainsi que sur l'intérieur ouest, centre et est. Sur la partie sud, on notera un ciel peu nuageux vers l'extrême sud, voilé sur le Sahara central ou encore le Sahara oriental, puis dégagé bien sûr sur le Nord Sahara ou encore les oasis. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 19 degrés à Alger, 22 degrés à Annaba, on notera 21 degrés à Oran, Sigat Tlemcen, on notera un minimum de 13 degrés à Bayet Nahama, 16 Batna ainsi qu'à Tiaret, 15 Djelfa, 19 degrés à Gardaya, 19 également à Hassim Saoud, 18 degrés à Béchar, 20 degrés à Tindouf, 23 à Darar,
26 in Salah et enfin 24 degrés à Port Beji Mourtal et Ingezem. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme à l'ouest du pays, peu agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 20 et 30 km/h vers les côtes ouest, entre 20 et 40 km/h sur le centre et sur la partie est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci Mina. Merci. Excellent pour ces précisions. Donc, et je compte sur vous pour rester avec nous encore. Le temps pour moi de présenter donc Monsieur Nabil Hassaïn, donc qui est chef de service de prévision générale et de la marine au niveau de l'ONM, donc l'organisme qui nous permet de découvrir justement les détails du ciel et du climat au quotidien. Donc vous aussi vous contribuez donc efficacement à nous informer, Mina Abed ainsi que tout le staff de la météo à la télévision. On essaie de donner l'information le plus simplement possible en fait. Absolument. Donc mais c'est grâce à eux qu'on arrive à donner justement l'information. Oui, et les cartes se répètent depuis quelques temps. Donc, par exemple, aujourd'hui, Monsieur Hassaïn, j'ai noté que tout au nord, on a la température aussi entre 19 et 22 degrés. Je pense que ce ne sont pas des températures saisonnières. Oui, effectivement, ce n'est pas des températures saisonnières, mais durant ces derniers jours, on ressent un léger repli par rapport à la semaine dernière où il y avait des températures assez élevées. Oui, c'est monté jusqu'à 24 et 26 degrés à Alger. On a atteint même les 26 à 27, même il y a 3 jours de cela. On a eu du 29 à Skikda, du 28 à Annaba. Vraiment, c'est des températures... si on peut dire estivale. Absolument. À partir de 25 degrés, on peut se baigner d'ailleurs, n'est-ce pas? On a l'habitude de les ressentir. Oui, il y en a qui l'ont fait. On a l'habitude de les ressentir au mois de mai, mois de juin, des 28-29 degrés, c'est pas au mois de décembre. Oui, absolument. Décembre, donc c'est exceptionnel. Bon, on parle justement de réchauffement climatique à travers l'ensemble de la planète et l'Algérie n'est pas en reste. Elle subit justement les conséquences de ce réchauffement, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut expliquer vraiment avec précision le phénomène qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui fait que la chaleur persiste ainsi? Oui, tout ce qui fait cela, c'est un blocage, c'est totalement un blocage pratiquement dans toutes les couches de l'atmosphère. Surtout dans les basses couches où on a l'habitude de voir l'anticyclone des Açores. Il est un petit peu, si on peut dire ça, il est stationné plus vers l'océan, mais il s'est décalé complètement durant ce mois de Il prend naissance où et il va vers où? Il prend naissance, comme le nom, son nom le dit, c'est les Açores. Et puis il se déplace un petit peu vers nos régions, vers le nord africain. Des fois, il bascule un petit peu vers le nord. Mais exceptionnellement, cette année, il s'est vraiment installé sur le nord Algérie. Il est installé donc, sur le nord. Si je comprends bien, l'anticyclone des Açores amène des vents chauds, amène un climat plutôt chaud et non pas de la fraîcheur. Voilà, il génère plus des flux de sud à sud-ouest. C'est pour ça qu'on a ressenti des températures assez élevées. En plus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout bloquer pour les autres systèmes pour qu'ils nous arrivent, c'est-à-dire les perturbations. Si on voit durant ces derniers jours, même ce mois-là, il y a toutes les perturbations, ils sont passés plutôt vers le Portugal, un petit peu vers le nord. Le nord-ouest de l'Europe. Voilà, le nord-ouest de l'Europe, c'est plutôt vers les îles britanniques, les pays scandinaves, le nord de la France, etc. Voilà, et ces vents frais, ils viennent plutôt j'imagine, du pôle Nord Voilà, les vents frais. Automatiquement, il vient... Je bouge les mains parce que j'imagine une carte et je suis en train de... Amina, vous avez compris? C'est ça. Alors, je suis en train de descendre avec la main le pôle Nord et puis l'Ouest. Et puis voilà, nous, on est au Sud et on reçoit plutôt cette masse chaude qui vient de cet anticyclone. Mais oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire durant ce mois, surtout le mois de décembre,
on voit qu'il y avait une certaine température élevée durant la journée, mais par contre, durant les nuits et les matinées, on ressent une petite fraîcheur qui nous passe, c'est-à-dire durant la matinée, on ne met pas les vestes, mais durant la nuit et durant la matinée, on ne met pas les doudous comme on l'a dit, on met pas les doudous comme on l'a dit Mina, mais on peut mettre des vestes, voilà, des petites vestes, des gilets, voilà. etc. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui fait aussi qu'il y ait autant de grippe. Hein. Ouais, c'est ça. La grippe se répand parce qu'il y a ce changement de température n'est pas excellent non plus. C'est assez brutal, hein, ce changement. Le matin, on sort couvert, effectivement, et puis la journée, on enlève les vestes, on enlève les écharpes. Donc, oui. On enlève et puis voilà, conséquence, on fragilise le corps et du coup il est réceptacle pour certains virus qui sont liés justement à ce mois de décembre, à l'instar de la grippe. En tout cas, voilà, qu'en est-il justement? Que disent les météorologues par rapport à ce blocage? Va-t-il persister? Que va-t-il lui arriver prochainement? On suit un petit peu le feuilleton. On va voir, comme vous avez dit tout à l'heure, on va voir plus de gens durant ces prochains jours. C'est-à-dire, la situation va persister au moins pour le début de cette année. Voilà. Sinon, on espère attendre une petite perturbation à partir du 5 janvier qui va toucher plutôt les régions ouest, mais tout en espérant qu'elle arrive déjà. Voilà. Et puis si elle va donner des quantités, mais le plus important c'est qu'elle arrive et on va éliminer ce déblocage complètement. Voilà, c'est vrai que souvent on entendait les météorologues annoncer comme ça à la télévision des nouvelles, de bonnes nouvelles en disant c'est-à-dire, c'est vrai que c'est pas une science exacte, ça reste pas une science exacte, tout à fait. Donc, on espère en tout cas pour les agriculteurs que cet anticyclone se dissipe et qu'il aille encore vers l'ouest, un petit peu vers l'Atlantique. Plutôt vers l'est. Vers l'est? Ah, d'accord. Oui, d'accord. Donc, moi, je pensais qu'il allait vers parce qu'on vers a le Pacifique. On a des perturbations qui sont d'ouest en est. C'est-à-dire, si l'anticyclone, il va plutôt vers l'ouest pour qu'on a ce déblocage et les perturbations classiques vont pénétrer vers nos régions. Ils vont arriver de l'Europe de l'Est, même de la Sibérie, de l'air froid sibérien, même de l'air froid qui vient du pôle Nord. Là, on aura vraiment des déblocages et des situations hivernales. Oui. Parce qu'on est en train de vivre des situations estivales. On est plutôt voilà, on n'a pas quitté l'été encore. Même l'automne a été vraiment très très discret, on dira. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que dans les autres continents, il y a la même préoccupation. Les États-Unis, on a vu, il y a eu des phénomènes quand même assez inhabituels, au Canada également. Oui, effectivement, il y a eu une infiltration d'air très froid, d'air polaire très très froid, et ils l'ont pas vécu, c'est-à-dire depuis longtemps. Oui. Ils n'ont pas vécu cette situation. Le Canada, c'est-à-dire ils l'ont vécu, mais à 1 degré moins. Mais les États-Unis, ça fait très longtemps. J'ai entendu, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils sont dit qu'ils l'ont pas vécu depuis le 19e siècle. Depuis le 19e siècle, donc une baisse de la température jusqu'à moins 55. Exactement, moins 55 degrés. Oui, moins 55 degrés. C'est vrai qu'en général, on fait l'éloge de la neige en ce mois de décembre, mais je pense que là, c'est un peu trop. Là, c'est vraiment l'abondance et voilà, on souhaite vraiment que les choses quand même s'améliorent de ce côté-là de la planète pour toutes ces personnes qui en souffrent et qui en pâtissent. Exactement. Voilà, donc
Nous, on attend quand même les pluies, en attendant aussi les neiges, parce que nos montagnes aussi ont coutume de recevoir ce manteau blanc qu'on aime tous pendant le mois de janvier et de décembre. Il peine et il tarde à arriver. On est tous impatients. On est tous impatients, et surtout les agriculteurs, en tout cas. On vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée, M. Hassaïn. Merci à vous. Donc, Nabil Hassaïn, on rappelle que vous êtes chef de service de prévision générale et de la marine au niveau de l'Office national de météorologie. Vous nous avez permis un petit peu de parler de cette situation qui persiste, notamment ce réchauffement qui dérange un peu les agriculteurs. Merci aussi à Pas que les agriculteurs. Oui, tout le monde attend quand même de mettre les vêtements d'hiver, on l'a dit. De mettre les vêtements d'hiver, oui, d'entendre la pluie tomber, de sentir la terre mouillée, oui, on en a besoin. Ça rafraîchit, ça assainit, ça fait du bien. Nettoie. Exactement. Et c'est vrai que voilà, ce serait salutaire, on l'attend, paraît-il, début janvier, voilà, si vous avez suivi cette séquence. Donc peut-être au-delà du 5 janvier, il va y avoir du changement, c'est du moins ce qu'on espère. En tout cas, du changement, il va y avoir aussi un petit changement tout de suite sur notre plateau, puisque nous allons vous offrir une chanson. Voilà, c'est une chanson qui parle d'enfance, et c'est parti. Justement, de parler de ce monde qui est envahi par la pollution, qui est envahi aussi par les mauvais comportements, justement, qui ont leur impact sur l'avenir de la planète de manière générale, l'avenir de l'environnement immédiat pour ce qui relève de l'Algérie. On va en parler aujourd'hui avec notre invité, Morad Ahmim. Bienvenue. Bonjour. Donc, vous êtes justement consultant en biodiversité, puis également enseignant-chercheur à l'université de Bdjeïa actuellement. Exactement. Donc, et vous vous êtes consacré pendant un bon moment sur la vie des mammifères en Algérie. Exactement. Et on est en train de continuer un petit peu notre combat, parce que c'est vraiment un combat. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, il faudrait faire passer des messages. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour tirer un petit peu une sonnette d'alarme, hein, parce que là, on est en train de remarquer que nous sommes en train de nous autodétruire en détruisant la biodiversité. Les enfants le disaient, scandaient très fort leur amour pour la planète, leur amour pour justement cet univers écologiste, où vraiment chacun est responsable de ses actes vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de l'espace collectif. Et c'est un petit peu le message qui est lancé dans cette chanson, qu'on va aussi essayer d'exprimer autrement. Exactement. Vous savez, madame, je vais vous dire, c'est que on est en train de remarquer actuellement qu'il y a un incivisme qui est galopant, qui est en train de s'installer chez nous. Bon, c'est vrai que c'est le même problème au niveau planétaire, mais chez nous, quand même, on a une certaine recrudescence ces dernières années concernant certaines espèces animales. D'accord. Et puis, par exemple, à chaque fois qu'on voit, là, je vous donne un exemple concret, là, par exemple, on parle de la hyène. Oui. En Algérie, donc, nous avons la hyène rayée, donc, qui est une hyène de son nom scientifique. Qui est menacée de disparition. Elle existe. Elle existe, mais elle est menacée. Elle risque de disparaître. Oui. Pourquoi? Un certain temps, donc, la hyène, c'est un charognard qui vit en forêt. Et puis, comme il n'y a pratiquement rien en forêt, rien à manger en forêt, et puis elle a un odorat qui est vraiment pointu. Quand elle sent ce que l'homme lui a préparé, entre parenthèses, ce qu'il lui a préparé, c'est un petit peu les différents dépotoirs qu'on est en train de voir autour de nos villages et villes. Hein. Donc, elle va sentir donc, de la matière organique en putréfaction, par exemple des restes de nos repas, et ainsi de suite. Elle sort de la forêt pour venir manger. Donc, et de un, c'est nous qui l'avons un petit peu, qui lui avons modifié son comportement. Et quand elle arrive aux alentours du village, et là, c'est tout le monde qui les tue. Absolument. Alors, sur les réseaux sociaux, je vous assure que pratiquement chaque jour, chaque 2 jours, je reçois des photos et des témoignages de personnes qui me parlent d'hyènes tuées, de genêtes tuées, etc., etc. Ces gens-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, et de un, ce sont eux qui sont en train de faire du tort à l'animal, et ce n'est pas l'animal qui est en train de faire du tort à l'homme. Et deuxièmement, c'est que ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est qu'ils sont en train de se faire du tort à eux-mêmes,
Parce que si cette biodiversité arrivait à disparaître, on aura beaucoup de problèmes, entre autres ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce qu'on appelle les maladies émergentes. Oui, et c'est vrai que maladies. Ces espèces, justement, qui sont des charognards, vous le disiez tout à l'heure, participent vraiment efficacement à l'équilibre de la chaîne naturelle. Donc, toutes ces espèces en forêt ou en milieu rural ou en milieu montagnard, donc ce sont des espèces qui participent à l'équilibre naturel. Vous savez, toute espèce vivante, qu'elle soit animale ou végétale, est importante. Vous savez, tout ce qui nous entoure ici, c'est soit du végétal, soit de l'animal. D'accord ? Donc, on vit de cette biodiversité, c'est une bonne chose. Mais de là à en extraire beaucoup ou bien à la démolir, entre parenthèses, si c'est le terme que je peux utiliser, ça c'est carrément de l'incivisme et même c'est considéré comme étant un crime. Là par exemple, je dis aux citoyens comme ça, pourquoi vous tuez la hyène ? Et puis il y en a beaucoup qui me disent... Parce que ce n'est pas une menace pour l'être humain, elle ne va pas attaquer. Pas du tout. Ils me disent, on ne la connaît pas. Je dis, mais maintenant, si vous ne connaissez pas, pourquoi est-ce que vous la tuez? Vous essayez de la faire fuir. Voilà, la faire fuir, lui faire en peur. forêt, je n'ai jamais été attaqué. Par exemple, dernièrement, à Msila, il y a quelqu'un qui a pris une jeunette, et puis ils ont écrit sur les réseaux sociaux, voilà, Hayawan Nader, c'est un animal inconnu qui est venu comme ça. Non, la jeunette, elle a toujours existé en Algérie. Maintenant, si vous n'êtes pas sorti en forêt, ce n'est pas de la faute à l'animal, c'est de votre faute. Absolument. Et ce monsieur-là, maintenant, pourquoi est-ce qu'il a tué cette jeunette? C'est parce qu'elle a été attirée par le poulailler qu'il gérait. Et là, le monsieur, alors, au lieu de mettre une clôture là pour ne pas que la jeunette rentre, il a tué la jeunette. Et de l'autre côté, en tuant la jeunette, qu'est-ce qui va se passer en forêt? Il va y avoir multiplication des petits rongeurs. Et ces rongeurs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir en ville aussi. Et là, il s'est créé un autre problème. Tout à fait, absolument. Oui, un petit peu. C'est l'exemple des moustiques. Par exemple, je connais un endroit là où il y avait, juste à côté d'une cité, il y avait donc une petite roselière, des roseaux là qui ont poussé, et les moustiques vivaient sur cette roselière. Oui, parce qu'ils recherchent un petit peu ces marécages. Voilà. C'est son habitat naturel. Voilà, le rosier a ses racines justement enfouies dans de l'eau. Eh bien, il y a eu un monsieur qui est venu, qui a acheté le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les roseaux. Eh bien, la cité d'à côté, donc maintenant, c'est devenu invivable chez eux. Hein. Il y a plein de moustiques. Vous voyez un petit peu. Oui. Donc, il faudrait vraiment laisser un certain équilibre. Hein. Il faudrait respecter un certain équilibre. Sinon, ça va se répercuter sur nous et sur la santé de nos enfants. Vous savez, maintenant, si éventuellement je peux l'expliquer, disons, je vulgarise. Il y a 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le compartiment des microbes, ce qu'on appelle les microbes, donc les bactéries, les virus, les protozoaires, etc. Le deuxième compartiment, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est les animaux et les végétaux, la faune et la flore. Alors, la biodiversité, donc, elle est diversifiée qualitativement. Donc nous avons le chien, le chat, le rat, le mulot, la gerbille, ainsi de suite. Nous avons l'eucalyptus, nous avons l'olivier, etc. Donc elle est diversifiée qualitativement et quantitativement. Donc nous avons des millions de chiens, des milliers de souris, etc. Et puis de l'autre côté, il y a l'homme. Alors l'homme, pour son confort, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détruire cette biodiversité. Et en détruisant, alors cette biodiversité, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que le premier compartiment des microbes, ils vivent en harmonie avec la biodiversité. C'est-à-dire qu'ils vivent sur des végétaux, ils vivent sur des animaux, sans pour autant les rendre malades. Et maintenant, si cette biodiversité disparaît, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir ce qu'on appelle le phénomène du spillover. Le spillover, c'est-à-dire qu'elles vont traverser la barrière. Et là, on va se retrouver avec les fameuses maladies émergentes. Voilà, beaucoup plus de bactéries, de virus qu'avant. Voilà. Et puis là, donc, et justement, on parle, ces derniers temps, par exemple, on parle d'une épidémie à l'échelle de l'animal. Par exemple, les chats sont en train de tomber à travers les différentes villes du Nord, atteintes entre autres par le virus animalier du typhus.
Le typhus des chats Oui, est en train de se ça a été répandre. signalé, mais Oui. disons que ce n'est pas quand Est-ce même qu'il y a un lien? arrivé à Est-ce qu'il y a l'échelle un lien? Est-ce qu'il y a un lien, justement? épidémique. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme je viens de vous le dire, certains agents pathogènes, microbes, comme je l'ai dit tout à l'heure, microbes, bactéries, champignons, et ainsi de suite, s'ils n'ont pas trouvé leur hôte primaire ou leur hôte préférentiel, elles vont se retourner sur un autre hôte. Donc, par exemple, si elles n'ont pas trouvé un hôte sauvage, elles peuvent se répercuter sur un hôte domestique. Et cet hôte domestique, il est en contact avec l'être humain. Vous voyez un petit peu. Et là, donc, il y a une transmission automatique de la maladie. Donc, on appelle, ces maladies, on les appelle les zoonoses. Vous voyez. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, ces maladies transmissibles à l'homme, donc est-ce qu'elles sont... Il y en a, mais elles ne sont pas mortelles. Hein. Elles existent, elles ne sont pas mortelles, mais ce qu'il y a, c'est que si on continue comme ça, il va y en avoir beaucoup et de nouvelles. Et vous savez que quand il y a une nouvelle maladie, pour trouver un médicament, il faut au minimum 5 années. Et supposez maintenant qu'on tombe sur une maladie qui est mortelle, qui peut tuer. Là, donc en 5 années, combien de personnes qui vont périr? Combien d'enfants qui vont périr? Combien de... On l'a vu avec la Covid. Hein. Ouais, La Covid a été plein d'enseignements dans ce sens. Tout à fait. Ouais, toute la planète qui a été immobilisée durant 2 années. Oui, et on a un petit peu lié ça à la chauve-souris et à certaines études en laboratoire. Non, c'est ma spécialité. C'est votre spécialité, mais c'était juste pour vous taquiner, justement. Voilà. Je sais que vous aimez beaucoup les chauves-souris et vous reconnaissez aussi le rapport à la nature. Même les chauves-souris, après mon dernier passage ici, là, je vous assure que j'ai l'habitude de rencontrer, quand je fais donc mes expéditions de recherche et de suivi, j'ai l'habitude de rencontrer jusqu'à 5 millions, 50 millions, entre 5 et 50 millions d'individus. Eh bien, je vous assure que les 3 dernières années, j'ai rencontré 191 individus uniquement. Et là, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'elles sont mortes? Si elles sont mortes, j'aurais retrouvé les cadavres. Je n'ai pas trouvé de cadavres. Donc, où sont-elles? Elles se sont déplacées. Et là, sur mon réseau Facebook, j'ai lancé des appels. Je n'ai pas reçu de feedback. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. Il y a peut-être un phénomène migratoire nouveau. Elles ne migrent pas, elles se déplacent. Ne migrent pas, elles se déplacent. Voilà, donc il y a des déplacements et puis là je suis en train de continuer. Bon, c'est vrai que la semaine passée quand même, j'ai été très content, là je suis rentré dans une grotte, bon ça n'a pas été facile comme toujours, et là je trouve toute une colonie de presque 500 individus et là je sautais de joie. Enfin, mais on a encore des chauves-souris. Il y a peut-être d'autres cachettes à découvrir, j'imagine. En fait, il faut explorer profiter tant qu'il y a le soleil pour explorer encore d'autres cachettes. Ben oui, maintenant j'essaie quand même de rester tranquille parce qu'elles sont en hibernation. Oui, d'accord. Donc il ne faut pas les déranger parce que vous savez que alors quand la chauve-souris est en hibernation, elle a une pulsation cardiaque par minute. Alors que quand elle est vivante normalement, donc c'est 400 pulsations. Alors imaginez, vous la réveillez subitement, ça passe de une pulsation à 400 pulsations, et là, il y a éclatement du cœur de la chauve-souris. Donc voilà, j'espère que les aventuriers qui nous suivent ce matin auront appris quelque chose par rapport à ces mammifères qui sont très, très utiles. Et là, c'est un appel justement que je lance à nos chers randonneurs qui maintenant sont très nombreux. C'était une très bonne chose. Je leur dis, s'il vous plaît, en hiver, essayez de ne pas trop fréquenter les grottes parce qu'il y a des chauves-souris, des colonies de chauves-souris qui sont là-bas en hibernation. Et si vous les dérangez beaucoup, là, elles vont mourir malheureusement. Voilà. Monsieur Mourad Ahmin, donc, vous avez tenu à être parmi nous ce matin pour lancer un appel en faveur de cette biodiversité, en faveur de la faune sauvage notamment. Donc, quel a été vraiment l'élément déclencheur de cet appel ? Sérieusement, l'élément déclenchant, c'est surtout la hyène. Vous savez que depuis de 2000 à 2015, je vous ai présenté mon ouvrage, donc j'ai fait un ouvrage sur ça. De 2000 à 2015, il y a eu 278 individus qui ont été abattus. Et puis, d'un autre côté, j'ai fait un petit peu de travail bibliographique, et là, donc, il y a un modèle mathématique qui dit qu'il se pourrait qu'en Algérie, qu'on ait 350 individus. Donc, 350 moins 278, donc c'est l'équivalent. Donc, il nous reste
probablement 50 individus d'hyènes. Et 50 individus d'hyènes, donc là, Il faut des mesures pour le spéciales. territoire algérien, c'est insuffisant, c'est très très oui. très insuffisant. Oui. Et là, on va avoir donc des problèmes. Et pourquoi maintenant? Maintenant, je pose toujours la question, pourquoi les gens... Est-ce qu'il est utile maintenant de les protéger en captivité quelque temps, le temps de les remettre vraiment dans la nature par la suite? Ça se fait dans d'autres pays. Ça peut se faire, mais pourquoi la protéger en captivité du moment qu'on peut la protéger in situ? Oui. On peut la protéger en forêt. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de Non, gens... dans la mesure où il y a cette situation d'urgence qui fait que les individus sont de moins en moins importants, donc il faudrait peut-être une mesure exceptionnelle à cette situation exceptionnelle. Pas non exceptionnelle, c'est des mesures normales. Normales, de préservation. J'en ai toujours parlé. Oui. Il faudrait qu'on ait une police de l'environnement en Algérie. Oui. Il faudrait qu'on ait une police de l'environnement. Il faudrait passer au léger coercitif, c'est-à-dire qu'une personne qui tue un animal comme ça, je ne sais pas... oui, elle pourrait récidiver, autant justement, sévir et peut-être proposer une échelle d'amende et de Normalement, mesures ça devrait exister. Normalement, ça devrait exister. Mais bon, ce n'est pas encore fait. Et là, donc, c'est dans le cadre de notre appel. Donc, on aimerait bien que notre faune et notre biodiversité, donc pour ne pas parler uniquement de la faune, soient bien protégées. Et pour être bien protégées, il faudrait que le citoyen comprenne que cette faune-là et cette flore-là, donc toute la biodiversité, c'est son allié. Et de l'autre côté, pour les gestionnaires, il faudrait quand même qu'ils prennent... Il faudrait quand même qu'ils prennent des dispositions pour pouvoir mieux protéger cette faune et cette flore. Monsieur Mourad Ahmim, donc vous qui êtes justement enseignant et chercheur, actuellement vous continuez de travailler sur les mammifères parce que c'est votre passion première. Est-ce que vous êtes sur un ouvrage particulier, un projet imminent ? Oui, je suis sur un ouvrage, mais bon, ce n'est pas quand même pour l'année prochaine ni l'autre, donc ça sera éventuellement dans 3 années. Bon, cette fois-ci, il va être en anglais. Il va être en anglais parce que là, j'ai remarqué qu'en français, il n'y a pas beaucoup de gens qui le lisent. Et puis maintenant, l'ouvrage, par exemple, le dernier ouvrage que je vous ai montré la dernière fois, il est online, donc il est gratuit. C'est tout le monde qui peut le consulter. On peut peut-être rappeler déjà le titre. Voilà, donc il suffit d'aller sur Google, taper les mammifères sauvages d'Algérie et puis vous le téléchargez et vous l'utilisez. Donc ça me fera plaisir qu'il soit lu par tout le monde. Absolument, c'est très généreux, un geste très généreux de votre part. Et c'est vrai qu'une meilleure connaissance de cette flore et faune algérienne permettra davantage de préservation et davantage justement d'entretien de cet équilibre. Et permettra aussi une vie décente à la population, surtout aux générations futures aussi. Absolument. On ne va pas leur laisser des maladies quand même. La chanson le disait si bien tout à l'heure, ce sont des jeunes qui revendiquent le droit à une planète saine, une planète bien verte et verdoyante, avec justement une cohabitation équilibrée et équitable pour toutes les espèces. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Monsieur Mourad Ahmim. Je vous remercie aussi, moi aussi. Oui, donc nous, on attend avec impatience justement les prochaines découvertes de c'est promis, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je vais vous en faire part. Voilà, et puis ce sera un complément à ce livre qui apparaît déjà à l'antenne, donc Les mammifères sauvages d'Algérie, donc paru il y a quelque temps. Donc merci infiniment pour merci à vous aussi. Cette participation à l'émission. On vous souhaite bon vent, vous qui êtes consultant en biodiversité, un des piliers de l'université algérienne qui travaille justement sur cet aspect justement de la préservation de cette biodiversité. Vous êtes enseignant-chercheur auprès de l'université de Béjaïa actuellement. Donc on vous remercie encore une fois. Merci à vous aussi et merci à toute l'équipe. Merci. Je vous remercie énormément. Voilà, merci à ceux qui nous suivent ce matin. Donc dans un petit moment, nous recevrons d'autres invités, mais avant,
on va découvrir un reportage, on va parler de tourisme saharien. La saison a été lancée dès novembre dernier, et officiellement. Et bien sûr, ce qui est nouveau, c'est surtout ces dessertes, justement depuis l'Europe, la France en particulier, de tous ces vols charters qui ont repris de façon hebdomadaire et qui permettent justement aux touristes habitués à découvrir le Tassili Nadjer et aussi le Hogar Tassili, donc de venir vers ces destinations superbes, magnifiques. Donc en tout cas, je n'en dirai pas plus, c'est Raouf Hamouche qui va vous envoyer, vous accompagner dans ce reportage qui parle justement de tourisme saharien. Ils sont de plus en plus nombreux à préparer leurs bagages pour les vacances d'hiver. Et comme à chaque fin d'année, les Algériens jettent leur dévolu sur les sites touristiques du Grand Sud, qui restent parmi les destinations les plus prisées par les vacanciers durant cette période. Comme à chaque fin d'année, mon choix se porte sur la destination Tari. J'ai hâte d'y aller pour me reposer et fuir un tant soit peu le stress du quotidien. Franchement, je conseille à tout le monde de visiter le Sahara au moins une fois dans sa vie. C'est magnifique. Pour ma part, ça sera la wilaya de Skikda pour cette fin d'année. L'année dernière, je me suis rendu au Grand Sud et juste un mot à dire, c'était incroyable. Surtout le Ghardaya ou Tamarrast. Dernièrement, on est parti pour un bivouac de 6 jours, 6 nuits. On était 23, je crois. C'était tous des jeunes. Je suis un vieux, je suis de la gueule. Wallah, ils m'ont mis fokarasom, les jeunes. Ils étaient d'une gentillesse, d'une éducation irréprochable. Sur les réseaux sociaux, les offres et les formules pullulent, proposant des séjours à la carte. Les clients sont en quête du meilleur rapport qualité-prix, à l'instar de Houssine, jeune fonctionnaire, qui a décidé de se rapprocher de cette agence de voyage afin de passer ses vacances d'hiver en famille dans le Grand Sud. On a plusieurs destinations. On a Tamanrasset, Janet, Natarit, Ghardaya. Si vous voulez, je vous montre les programmes. Oui, disponibles. Je suis venu pour faire une petite réservation pour un séjour au sud de notre pays. Très bien, vous avez choisi quelle destination? J'ai choisi Tamanrast. Pourquoi Tamanrast? Premièrement, pour voir l'immense Sahara de notre pays. En même temps, je vais faire du bivouac. Il faut dire que la situation sanitaire qu'a connue le monde, y compris l'Algérie, a été une très bonne opportunité pour promouvoir le tourisme local, en réconciliant une clientèle souvent habituée aux destinations étrangères avec la destination Algérie. Grâce à cela, le secteur du tourisme s'est enrichi de nouvelles infrastructures hôtelières et touristiques, développant des concepts touristiques innovants. Alors pour Tarit, par exemple, c'était à 29 000 dinars. En pension complète, départ par bus pour 4 jours et 3 nuitées. Oued aussi à 36 000 dinars pour 3 jours. C'est une destination qu'on a fait cette année. Et en plus, il y avait de la demande sur l'Oued. Avec le Covid, la situation sanitaire qu'on avait cette année, les gens étaient obligés, je veux dire, à prendre la destination locale. Et ça a été, en fait, ils étaient satisfaits. Notre rôle, c'est de promouvoir la destination Algérie, particulièrement le sud dans cette période de l'année. Mais vous dire que les Algériens ne connaissent pas, ils connaissent. Ils connaissent les produits sont très demandés. En plus, tout ce qui a été proposé, la fiche complète. Donc, juste, il faut susciter l'engouement, il faut mettre en place des produits spécifiques pour chacun et leur permettre de choisir, de faire le choix et de programmer leurs vacances. En solo, en couple ou entre amis, aujourd'hui, beaucoup d'Algériens en quête d'évasion optent pour la destination sud pour profiter d'une expérience de voyage hors du commun et ce, dans leur propre pays aux potentialités touristiques qu'on ne présente plus. Et nous aussi, on est ravis tout de suite de vous présenter une autre valeur sûre de la littérature actuellement. Donc après le tourisme, on va parler de littérature, vous l'aurez compris, avec la présence parmi nous de Madame Aqila Qadawi. On est ravis de vous recevoir ce matin et de présenter votre dernier ouvrage. Voilà, Le fruit de la vengeance. Bonjour, je suis ravie d'être ici et je vous remercie quand même de m'avoir reçu ce matin. Voilà. Vous êtes auteur de 3 romans déjà et vous êtes poétesse. Et aujourd'hui, on va un petit peu
focaliser davantage sur le dernier ouvrage paru en 2022 aux éditions Bousekine, donc Oui. Le fruit de la vengeance essentiellement, donc une histoire, un drame social, donc qui raconte plein de choses en fait. Hein. Oui, C'est vraiment une trame très diversifiée dans ce livre. Absolument, c'est très riche en rebondissements, je dirais. Oui. Absolument. Donc, c'est aussi, vous mettez en relief des histoires féminines, Oui. la souffrance de la femme sous divers aspects donc, et manifestations sociales. Oui, absolument. Donc, je parle de beaucoup de phénomènes sociaux concernant particulièrement la femme dans la société algérienne. Et ce livre-là relate principalement de la stérilité à l'intérieur d'un couple. Oui. Et je voudrais souligner surtout qu'il ne faudrait pas que les affres de la stérilité soient attribués uniquement à la femme. Je me dis qu'il est temps de parler de la stérilité du couple et pas de la stérilité féminine. Oui, absolument. L'une des protagonistes qui a vécu une très belle idylle, donc une belle histoire d'amour, voilà, des espoirs et des rêves qui se brisent comme ça face à cette voilà, comment dire, difficulté d'avoir un enfant avec son amoureux. Oui, c'est ça. Toujours, oui, tout à fait. Oui. Ben, à la base, c'est un couple qui s'est formé. C'était d'une relation d'écoliers, un écolier et une écolière, qui se sont connus. Ça se passe dans un douar où les mentalités, quand même, sont assez strictes. Et ce n'était pas normal de voir deux jeunes écoliers s'aimer, je dirais. Voilà. Et on a fini par les marier. Par crainte, je dirais, de l'irréparable. Voilà, ce que je dirais l'irréparable. Par crainte de l'irréparable, on les a mariés. Beaucoup trop jeunes, d'ailleurs. Beaucoup trop jeunes. Mais ça reste finalement un mariage d'amour. Ça reste finalement un mariage d'amour. Mais qui se compliquera par la suite parce qu'une stérilité fera partie de... Oui, en fait, on parle de stérilité. Le téléspectateur qui nous regarde va s'imaginer des années justement d'attente, mais en fait, il a suffi de 2 ans. Il a suffi de 2 ans. Pour passer à autre chose. Oui, parce que dans nos mentalités, un couple qui se marie, il faut que l'enfant vienne 2-3 mois après. 6 mois après, c'est une inquiétude. Oui, je dirais que ça fait partie des mentalités. D'ailleurs, en Algérie, avant le mariage, c'est « alors, tu te maries bientôt » et quand elle se marie, « alors, l'enfant, c'est pour bientôt ». C'est vraiment dans les mœurs de... Absolument, tout à fait. De toutes des différentes populations en Algérie, effectivement. Oui. Donc, et c'est vrai, donc elle subit cette pression, le mari aussi l'a subie et ils finissent par prendre une décision. En fait, c'est surtout l'époux qui prend la décision d'avoir une seconde épouse sans même consulter de médecin. Absolument, parce que pour le mari, pour l'homme, je dirais, bon, je ne veux pas généraliser, mais je dirais que la majeure partie pense que la stérilité appartient à la femme. Donc, avoir une deuxième épouse, c'est la chance d'avoir un enfant. Mais je dirais, moi, c'est-à-dire la deuxième épouse est plus considérée comme une machine à reproduire, mais pas comme une épouse. Oui. Ce sera une machine à reproduire, mais pas comme une épouse. Voilà, c'est aussi encore une condition féminine que vous mettez en avant. Il y a aussi ce regard de la société qui est qui est décrit avec détail. Donc, dans ce douar, rien ne se cache. Dans ce douar, voilà, la parole justement tourne autour de ce couple et de son devenir, ce deuxième mariage. Donc, et puis aussi, donc, il finira par y avoir une naissance. Et cette naissance va encore compliquer les choses. C'est ça. Oui. Donc cette naissance qui aura lieu, je ne voudrais pas en parler parce que je préfère laisser le lecteur découvrir. Absolument, comment parce que c'est vrai que ce s'est sont déroulée cette naissance et dans quelles conditions. Oui. Je préfère laisser le lecteur découvrir. Et je suis entièrement d'accord avec cette note du suspense parce que c'est vrai que
dévoiler un de ces maillons, justement, qui sont les clés de ce développement, de ce dénouement qui est très... qu'on n'imagine pas, voilà, c'est ça, en fait, le propre de la fiction. Du suspense, je dirais. La fiction nous emporte là où on ne s'attend pas, là où on ne connaît pas, et c'est ce que vous essayez de faire à travers. Tout à fait, oui. Tout à fait. Très bien. Donc, dans la trame du livre, on découvre aussi d'autres souffrances liées aussi à la femme, celle, par exemple, qui est atteinte de cancer. Voilà. Et qui subit aussi encore le poids de cette société, de son regard et de ses conjoints démissionnaires. Oui, parce que le cancer du sein, une femme qui subit une ablation, c'est une femme qui a perdu une partie de sa féminité. Et puis pour l'homme, une femme qui a perdu une partie de sa féminité n'est plus conforme à ses besoins, à ses goûts, à son goût. Et donc là aussi, il y a cette volonté d'avoir une autre épouse. Oui, absolument. Donc, c'est dans la mentalité, et vous dénoncez donc ces aspects à travers votre livre. Vous essayez donc de donner, à travers les protagonistes de votre livre, parole à des femmes qui ont subi un petit peu cette pression et cette pression, et aussi ce délaissement de la part de l'homme. Tout à fait. Et puis je décris aussi de tous les aspects de la femme, toutes les souffrances de la femme dans la société algérienne, entre autres la maladie mentale de la femme, les déficients mentaux, les déficientes mentales dans la société, qui se font abuser, qui vivent dans la rue. Je dénonce ça aussi à travers un personnage dans mon roman qui vit dans le Douar et que j'ai prénommé Aïcha. Et pourquoi je l'ai prénommée Aïcha? Parce que quand on parle d'une folle, généralement dans notre société, on dit Aïcha al-Mehboula ou Halima al-Mehboula. Ça reste comme ça dans notre société. Donc, mon personnage s'appelle Aïcha al-Mehboula dans mon roman. Et c'est à partir de là que je décris la souffrance de la malade mentale dans notre société algérienne. Absolument. Ce sont des malades qui sont souvent abusés, qui ont aussi des enfants qui naissent de ces abus et qui souffrent doublement. Qui souffrent doublement, et ce sont des enfants qui sont placés et qui naissent de femmes déficientes mentales. Oui, et les exemples sont multiples, effectivement, et on déplore justement ce phénomène, et c'est bien de mettre comme ça la lumière sur un tel phénomène qui est un petit peu placé sous silence chez nous. C'est un phénomène qui est placé sous silence, c'est un phénomène qu'on ne voit pas ou peut-être qu'on ne veut pas voir, tout simplement. Oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi, on devine en filigrane dans le livre qu'il s'agit aussi de parler de cet aspect, l'adoption chez nous. Et qu'en est-il? Comment vous regardez en tant que romancière cet aspect? Qu'est-ce que vous voyez? Écoutez, l'adoption, c'est bien entré dans les mœurs. Avant, c'était rare les gens qui adoptaient. Mais maintenant, l'adoption est rentrée dans les mœurs. Mais malheureusement, c'est encore un dur combat. C'est vraiment un dur combat pour l'adoption. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup de difficultés. Et voilà. Mais c'est rentré dans les mœurs. Il y a une évolution concernant l'adoption, mais ce n'est pas facile, c'est devenu très difficile. Mais par contre, l'adoption, je dirais, dans les années 70-80, c'était pas vraiment entré dans les mœurs. Oui, c'était pas admis, c'était pas admis, une solution. On voyait mal l'enfant naturel, je dirais, s'intégrer dans une famille. Oui, et quand il est pointé du doigt, on en parle beaucoup, il subit aussi certaines Oui, il y a des insultes aussi envers lui, mais maintenant non, ça se ressent moins, je dirais. Le regard change, effectivement, mais pas dans les douars, et vous avez placé vos personnages dans un douar, donc dans une situation de conservatisme. Absolument, c'est pour justement parler de ce côté conservateur que j'ai choisi le douar.
Absolument, le douar qui aussi dénonce un petit peu toutes ces valeurs un petit peu qui ternissent un petit peu la vie de l'Algérien au quotidien. Donc, vous avez choisi donc le drame social dans ce livre, pas seulement celui-ci, parce que vous êtes l'auteur de deux autres romans où la femme est très présente. Mais bon, avant de parler des autres romans, moi j'aimerais ouvrir la page 25 où vous êtes poétesse. Hein, oui. Ça c'est vrai qu'on attend aussi avec impatience de découvrir un de vos recueils de poésie. Inch'Allah, oui. Voilà. Mais on vous a déjà retrouvé dans un livre voilà, qui a été publié, donc, où il y a une pléiade de poètes. Vous êtes parmi ces poètes. Oui, je suis parmi ces poètes, oui. Dans un ouvrage collectif. Alors, on va à la page 25 et je vais vous inviter peut-être à nous lire un petit peu votre poème, si vous le permettez. Tenez. Mais je n'ai pas mes lunettes. Ah, mais je vais le lire à votre place, oui. alors. Allons-y. Donc, l'inféconde, mon corps aux formes généreuses, n'a pas à me rendre heureuse, et je souffre en permanence de ne pouvoir donner naissance. J'observe avec fascination ces femmes au ventre rond, affichées avec exhibition, réalise ma désillusion. Je suis celle qui espère, celle que la société condamne, celle qui croit qu'être femme, c'est avant tout être mère. Je suis la femme infertile, celle que l'on questionne, celle que l'on sermonne, celle qui se sont inutiles, celle qui a honte de son mal-être, celle qui veut mais qui ne peut pas, celle qui attend chaque jour et pour qui ça ne vient pas. Voilà. Ça résume un petit peu. Oui, ça résume. Ça résume un petit peu l'ensemble des idées, l'univers comme ça qui est décrit dans cet ouvrage. Le roman est intitulé Le fruit de la vengeance. On ne vous en dira pas plus parce qu'il faudra quand même découvrir l'histoire, qui est très bien menée par notre auteure ici présente, donc Aqila Qadawi. Donc vous êtes très sensible à la souffrance, à la complainte d'une femme. Oui. Je suis très sensible. Oui, et vous décrivez cela très bien dans les livres que vous avez édités, notamment donc on va rappeler donc le premier, c'était la mère de l'ombre. La mère de l'ombre, c'est encore une jeune fille qui est en souffrance. C'est une fille-mère qui cachera sa maternité à son enfant et qui vivra dans l'ombre de sa maman à elle, puisque c'est sa maman qui adoptera l'enfant, qui le fera grandir. Et cette fille a toujours voulu dire la vérité à son enfant, et jusqu'au jour où son enfant disparaîtra sans connaître cette vérité-là. Oui. Voilà, ça s'appelle La mère de l'ombre, un livre que vous avez édité en 2014. Oui. Voilà, en 2014, donc c'était votre premier roman. Alors maintenant, vous en êtes au troisième. Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec l'écriture? Ça se passe comment? Oui, je suis très à l'aise avec l'écriture. C'est-à-dire que j'écris, j'ai une imagination, je dirais, assez fertile. Et je suis à l'aise, je dirais ça. Vous êtes aussi une excellente observatrice parce que vous scrutez cette société dans laquelle vous vivez et vous en tirez des leçons et que vous partagez aussi. Écoutez, moi je voudrais apporter une précision parce qu'à la base, j'ai fait une formation d'assistante sociale. Oui. Et j'étais dans l'assistanat. Donc j'ai vécu beaucoup de phénomènes sociaux. J'imagine, vous étiez le réceptacle de beaucoup de souffrances. Voilà, j'étais le réceptacle de beaucoup de souffrances, de beaucoup de familles. J'ai observé beaucoup de choses, je dirais même parfois invraisemblables, qui m'ont poussée à écrire. Et justement, en 2017, vous avez commis un second roman, donc Hassi Mefsour, Village de mon enfance. Vous faites voyager le lecteur à travers les ruelles et les dédales de ce village, donc par nostalgie. Vous l'avez un petit peu mis en avant dans cet ouvrage. Oui, je l'ai mis en avant à partir du moment où c'est le village de mes parents, là où sont nés mes parents, là où ont grandi mes parents. Et je dénonce aussi le kidnapping d'une petite fille. La fin du livre est vraiment dramatique. Donc je tenais à parler de cette petite fille, de son kidnapping et de la souffrance des parents
durant la disparition de leur petite fille. Et voilà, toute la trame du livre, c'est autour aussi de cette psychose qui a atteint ce village paisible, qui vit la souffrance de la perte d'un enfant. La psychose s'est généralisée, c'est une psychose collective parmi tous les habitants par rapport à cet enfant qui avait disparu, qui avait 3 ans, et que tout le village connaissait. Et c'était un petit peu d'actualité parce que pendant ces années-là, 2017-2018, il y a eu vraiment énormément de kidnappings d'enfants. Absolument. Oui, c'était un sujet d'actualité à l'époque. Oui. Absolument. En tout cas, en parlant d'enfance, vous animez aussi régulièrement des ateliers d'écriture. Pas seulement pour les adultes aussi. Donc, oui, j'anime des ateliers d'écriture pour femmes. Pour femmes surtout. Et je salue au passage mon ami Tarif Melika et Zahra Ben Medienne qui sont avec moi dans ces ateliers. Donc nous recevons beaucoup de femmes qui viennent s'exprimer. Pour certaines, c'est une thérapie. Pour certaines, c'est une évasion. Pour certaines, c'est un apprentissage. Et voilà. Atelier d'écriture, donc animé par vous-même, donc à Aqila Qadawi, c'est au sein des établissements de Bel Horizon, donc cette association. Oui, c'est aux établissements de Bel Horizon. Notre atelier d'écriture s'appelle AEFO, Atelier d'écriture pour femmes. Voilà, ça se déroule régulièrement. Est-ce qu'il y a une période Oui, à Oran, mais est-ce qu'il y a, ça se passe chaque dernier mercredi du mois. Mais ensuite, il y a eu le Covid, donc ça s'est un petit peu arrêté et ça commence à reprendre. Eh bien, bonne reprise et bon vent en tout cas. Merci bon vent beaucoup. aussi pour le fruit de la vengeance, un livre donc, qui est paru récemment, donc en 2022 aux éditions Bousekine. Et voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus sur cette histoire dont on vous a donné quelques indices quand même ce matin avec notre auteur ici présente, donc vous n'avez qu'à l'acquérir et puis voilà, découvrir l'univers de Aqila Qadawi. Vous vouliez rajouter quelque chose par rapport au livre? Ben, merci beaucoup. Bon, je profite de la nouvelle année pour souhaiter une bonne année à tous qui nous suivent, une excellente année à tous les Algériens. Et je profite actuellement, mon fils qui est loin de moi, qui me regarde, et je voudrais lui dire que je lui fais un coucou, mon fils Noreddin. Et on lui souhaite une bonne et heureuse année, nous aussi, à partir de cette tribune. Donc voilà, bonne fin d'année déjà. Et puis voilà, vous retrouverez certainement votre moment à distance pour justement le dernier jour. On a été ravis de vous recevoir à Aqila Qadawi. Donc je vous souhaite bon vent et on attend vraiment encore. Le poème était très poignant. Donc j'espère aussi qu'il y aura bientôt un recueil de poésie signé à Aqila Qadawi. Pourquoi pas. Merci donc pour cette participation. Merci à ceux qui sont là jusqu'à 10h, je l'espère. En tout cas, restez avec nous. Dans un petit moment, on va vous parler d'un autre type de thérapie. Donc jusque-là, on a parlé de la thérapie par l'écriture, donc celle qui exulte toutes les émotions. On va dans un moment parler de personnes en situation de handicap et de leur prise en charge du côté de Hindfla par une jeune association d'hypothérapie dont la présidente sera parmi nous dans un instant après ces belles images de
Belle chanson signée Idir et ces belles images qui nous ont emmené droit en Kabylie. Nous allons parler de Tizi Ouzou et non pas de Ain Defla. Ain Defla, ce sera juste après. Donc on est ravis de recevoir une ambassadrice, je dirais, de Tizi Ouzou et aussi, surtout de la Maison de la Culture Mouloud Maamri. Donc vous représentez cette institution qui est vraiment un vivier de l'action culturelle. Oui, bonjour. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour des annonces liées d'abord à cette période des vacances, mais aussi à cette période de célébration de Yenaïr également. Oui. Très bien. Donc, la direction... On va commencer par les vacances. Oui, les vacances. Très bien. Donc, comme vous l'avez dit déjà, donc l'enfance à l'honneur. Donc, on a la direction de la culture, elle a tracé un programme varié et riche au profit de l'enfant. Oui. Donc, à savoir l'école des fans, les ateliers, les expositions, les concours, les sorties pédagogiques et aussi des ateliers scientifiques. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que Tizi Ouzou, pour cette période de vacances, la direction de la culture a réquisitionné l'ensemble des structures culturelles pour justement servir cette enfance pleinement. Oui. Donc, il n'y a pas un seul établissement qui ne va pas présenter son programme pendant cette période. Toutes les structures et aussi le mouvement associatif. Donc le mouvement associatif, déjà, on a commencé par le forum des associations, c'est des formations au profit bien sûr des programmes, des programmes bien sûr liés au mouvement associatif et aussi liés à l'enfant, comme organiser toutes les animations un événement au profit de l'enfant, comment le suivre. Et aussi, on a les activités au niveau du théâtre régional, Ketbiassine de Tizi Ouzou, au niveau de la cinémathèque avec des projections, au niveau de la Maison de la Culture, bien sûr, des ateliers, des expos, des rencontres, et aussi des ventes dédicaces. Et parfois, c'est des jeunes qui font qui présentent des livres vraiment de jeunesse. Aussi des déclamations, des concours. Parfois, c'est eux qui organisent des activités. Et aussi, on a le programme des localités, donc à savoir les bibliothèques, au niveau des toutes les bibliothèques municipales prennent part à l'événement. Des daïras, des APC, des salles de lecture, et aussi au niveau des associations culturelles, et des villages bien sûr, et aussi des caravanes. Ce sont des propositions donc, qui émanent de la direction de la culture et qui ont largement été suivies donc, pendant cette période de vacances. Oui. Donc c'est pour dire que vraiment les enfants de Tizi Ouzou sont chanceux. Oui, bien sûr, parce qu'on met en valeur l'enfant parce que c'est lui l'avenir de notre pays. Donc on met tous les moyens pour que l'enfant se distraire et aussi n'oublie pas ses études. Oui, il y a voilà, un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a le ludique qui est au service du pédagogique, effectivement. Donc, et c'est vrai que ça met en valeur toute leur passion, toute leur, comment dire, les spécificités, toute leur aptitude, voilà, culturellement parlant ou sur le plan sportif, ou voilà. Donc, ça va être très riche en tout cas. Du côté de la Maison de la Culture, que va-t-il y avoir, par exemple? Aujourd'hui, on a des ateliers scientifiques avec la Ligue scientifique de Tizi Ouzou. Donc, c'est des expériences, des mathématiques intelligentes, le soroban, donc, et aussi la lecture. Donc, et le conte aussi. Donc, c'est des activités qu'on retrouve aussi au niveau des bibliothèques, au niveau des associations. Donc, c'est un programme suivi par notre secteur, donc à chaque fois oui, c'est vrai que c'est récurrent. Hein. Tizi Ouzou est connu pour cette tradition d'offrir des programmes de qualité aux enfants pendant les périodes de vacances. Un programme qui émerge du lot, cette fois-ci, on va peut-être mettre toute la lumière sur l'école des fans, donc un concours dont vous allez nous parler. C'est un concours, là où l'enfant vient, avec ses parents bien sûr, il nous parle un peu de sa vie avec ses parents, sa passion. Parfois, l'enfant il est passionné de chant, de théâtre, de danse. Donc l'enfant, il nous raconte un peu ses histoires avec ses parents, comment il est encouragé par ses parents. Et puis il nous chante parfois une chanson, appris à l'école ou bien appris à la maison. Donc il nous fait... Aujourd'hui, c'est à 10h que ça se passe.
Oui. C'est à 10h que les enfants, accompagnés de leurs parents, vont montrer tous leurs talents. Oui, on les découvre vraiment, on a découvert des talents vraiment exceptionnels. Oui, on voit les images et toute la patience de cette animatrice qui essaie de les accompagner pour les aider à justement mieux s'exprimer. Et quel a été le retour auprès des parents justement par rapport à cette activité qui a été lancée? Oui, ils étaient très fiers de leurs enfants et aussi parfois ils racontent leurs histoires, leurs petites bêtises. C'est rigolo. C'est rigolo et c'est très amusant aussi quand on voit un enfant parler de ses passions. Vraiment, c'est encourageant. Oui, un espace d'expression, donc qui est abrité par quelle justement structure culturelle? La cinémathèque, le cinéma de Djurdjura. C'est un nouveau cinéma qui a été inauguré récemment, en 1er novembre. Donc, il a abrité l'événement. Voilà, donc la dernière séance, c'est quand? C'est le 3. Le 3, donc le 3 janvier prochain. Donc les enfants pourront voir qui est gagnant du concours, c'est ça? Oui, qui est gagnant du concours. Et aussi, c'est un événement qui se tiendra à chaque fois, chaque mois. Donc l'événement sera abrité au niveau du cinéma. Très bien, donc vous allez pérenniser cette initiative, c'est bien. Parce qu'on ne peut pas priver l'enfant de sa passion, donc tous les enfants veulent passer, donc ce sera une tradition. Excellent, donc ils ont énormément de possibilités, ces enfants de Tizi Ouzou, donc le programme est vraiment très riche. Voilà, donc tous les aspects ont été pris en charge, mais on va essayer de focaliser sur ce week-end, parce que là on est à la veille de vendredi, samedi, et j'imagine que les parents sont plus disponibles. Qu'est-ce qu'ils peuvent offrir justement à leurs enfants pendant cette période de week-end essentiellement? Le week-end, toujours l'événement, il ne s'arrête pas. Donc, très bien. Donc on continue. Donc l'école des fans, et puis on a des clowns, de la magie, des jeux, du chant, du théâtre, voilà. Donc l'événement des vacances scolaires, on le clôture le 7. Donc il est en même temps avec l'entrée de Inaya. Alors je suis la maman d'un enfant par exemple et j'ai envie de l'emmener quelque part. Où est-ce que je peux avoir justement le condensé de toute cette programmation magnifique? On a plus que du moment, on a un programme. Il y a un site de la Maison de la Culture. Web, on a aussi le site Facebook du secteur de la culture et bien sûr et toutes les structures de... Donc si on met direction de la culture Tizi Ouzou, on peut avoir justement une idée du programme. Oui. Tout le programme, y compris des structures et aussi des associations. Très bien. Donc il y a les associations, il y a les structures et il y a donc des initiatives, j'imagine, louables, personnelles ici et là. Et ce grand concours, l'école des fans en faveur justement des talentueux petits bambins qu'on vient de voir justement apparaître dans les photos que vous nous avez amenées ce matin. Voilà qui est dit par rapport à cette période des vacances, mais bien sûr juste après. Et bon, au cœur justement de ces vacances, il y a le 31 décembre, la fin 2022. Donc est-ce qu'il y a une manifestation particulière ce 31 décembre? Est-ce que les enfants vont s'amuser de façon particulière? Pratiquement, c'est la préparation de Inaya. D'accord, donc pendant le 31 décembre, on prépare vraiment la fête très attendue justement dans cette région. Bien sûr, c'est l'accueil de la nouvelle année, donc l'année agraire qui arrive à grands pas. Donc ce sera le 12 du mois. Donc en général, on célèbre le 12, le 13 du mois. Et Inaya sera toujours, comme d'accoutumé, célébré en grande pompe, on dira, du côté de Tizi Ouzou. C'est une grande fête, très attendue, donc célébrée dans tous les foyers, mais aussi, j'imagine que la direction de la culture de Tizi Ouzou lui accorde une attention particulière. Oui, Inaya, c'est l'accueil de l'année, donc et aussi l'accueil de l'agenda culturel de la direction de la culture. Donc c'est là qu'on démarre toutes nos activités. Donc on commence l'événement à partir du 6 jusqu'au 14. Donc c'est un événement qui est vraiment très varié dans ces programmes. Donc on a des expositions, donc des expositions scientifiques avec des musées, avec des centres de recherche et aussi des expositions autour du livre. Donc on a le carrefour du livre et aussi des savoir-faire. Et aussi on a le marché de Inaya.
Oui, le fameux marché de Iner où tout l'artisanat est mis en relief. Les produits du terroir. Donc, ça mérite le détour, hein, parce qu'il y a des pépites, des créations extraordinaires chaque année. Oui, des créations, des nouveautés aussi. Donc on appelle ça Taswiq Ninayer. Donc c'est vraiment beau et riche. Oui. Et j'invite en tout cas avec insistance ceux qui ne connaissent pas Tizi Ouzou à aller visiter la chambre d'artisanat de cette ville. C'est une chambre d'artisanat qui va vous surprendre par la diversité et de la dextérité de tous les artisans qui sont représentés dans cette chambre et qui seront justement au marché de Yenneir cette année. Ça se déroulera où exactement? On a plusieurs points. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc nos structures culturelles, donc la maison de la culture, le théâtre, donc on trouve tout ça dans nos structures. Et aussi au centre-ville de Tizi Ouzou, la place de l'Olivier. Donc il y a le grand marché de Yenneir. Donc là, on trouve tous les produits nationaux et artisanaux et bien sûr toutes les créations, on les trouve là-bas. Et aussi la wilaya de Tizi Ouzou, elle sera animée par des jeunes artistes, par des vraiment des. Ça va être la fête à Tizi Ouzou. C'est la grande fête. Oui, c'est la grande fête. On a le festival Ourel Khalef, donc qui débutera le 9 janvier. Consacré au chant féminin, au chant populaire féminin, les groupes féminins. Donc là, on met aussi en valeur notre patrimoine oral. Donc il y aura plusieurs groupes féminins de plusieurs villages qui vont venir participer à la compétition. Très bien. Donc là aussi, il y a un concours. Il y a un concours. Excellent. On a aussi le retour de Farid Ferregui sur scène avec l'orchestre. Donc il a 2 spectacles au niveau de la Maison de la Culture, donc le 6 et le 7. Donc on vous invite. J'espère que ces fans seront nombreux et qu'ils vous rejoindront justement. D'ailleurs, on a reçu pas mal de messages sur notre boîte mail par rapport au spectacle. Et aussi, on a le spectacle de Hasni et Tayakut aussi à l'honneur de Yenneir. Très bien, donc voilà 2 belles soirées, ou plutôt 3 belles soirées, donc en perspective à l'occasion de la célébration de Yenneir. Donc voilà, c'est très très riche comme programme. Sans oublier bien sûr le volet scientifique, des conférences, des rencontres. Moi j'ai envie que vous me donniez une résidence de Tizi Ouzou, j'ai envie de m'installer là-bas. On vous invite. C'est très gentil à vous, en tout cas on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Donc Saliha Wahyoun, donc chef de service de l'animation à la direction de la culture Mouloud Ma'ammari. Donc on a été ravis de présenter le programme culturel de cette fin de l'année et aussi à travers votre présence de saluer tous les habitants de Tizi Ouzou à qui je souhaite une excellente fin d'année. Voilà, et à vous aussi. Merci beaucoup et je vous remercie. On vous invite à Tizi Ouzou et je salue mes collègues du secteur de la culture, à leur tête Madame Gomziane Nabila, et je vous souhaite une heureuse année. Yenneir Mervouh. Yenneir Mervouh à vous aussi. Madame Nabila, donc Gomziane, qu'on aime beaucoup et vraiment qu'on a eu plaisir à recevoir ici, et voilà, qui est le chef d'orchestre de toute cette équipe qui travaille à la Maison de la Culture et aussi à la direction. À notre directrice. Oui, en tout cas, tout le monde mérite en tout cas nos meilleurs vœux, meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, à toutes ces fourmis qui travaillent en silence et dans l'ombre pour le bonheur des citoyens de Tizi Ouzou. Merci, on a été ravis de vous recevoir. Bonnes vacances aussi à tous ceux qui nous suivent ce matin. En tout cas, si vous n'avez pas encore choisi une destination, Janet serait très appropriée. Et justement, sans plus tarder, on va découvrir l'artisanat dans cette région en particulier. Et c'est à travers ce petit portrait, on revient juste après. On ne peut flâner dans le marché de Janet sans croiser cette panoplie d'artisans qui sont là depuis des années. Entourés de leurs bardas d'ustensiles, ceux-ci travaillent assis à même la terre. Ça, c'est un morceau d'argent. Pour au début de les faire des bacs comme ça. Donc, le temps de les faire, les bacs, là, ça prend. Bon, ça dépend du travail. Quand tu sois faire du bon travail, que ce sera être très bien fait, tu peux faire 4 jours, 5 jours de faire un bac.
Vous êtes content, il y a des touristes? Bon, il y a un peu de touristes. Doucement, patiemment, ces artisans répètent inlassablement les mêmes gestes, transmis de père en fils ou parfois d'un précepteur à un apprenti. Leurs œuvres, en argent ou en métal, se déclinent en plusieurs objets ornementaux symbolisant un tas de choses en rapport à la vie d'Arghi. J'ai appris ce métier à Tamanrasset. On manie d'abord l'argent, puis ensuite on passe à la soudure. Je suis en train de monter un collier que vous voyez là. Une fois terminé, je vais lui appliquer un polissage pour qu'il soit plus beau. Il y a aussi un bracelet, mais celui-là, c'est un rat-de-cou. On le porte comme ça. Et on le sort comme ça. Il faut 3 jours pour préparer ce rat-de-cou qui coûte 17 000 dinars. C'est pour les noms. Ils ont toujours porté comme ça, avec les mariages, toutes les choses de Touareg qui sont très jolies. Donc, ils sont très magnifiques. Et encore, il y en a des colliers pour la femme de Touareg qui s'appelle Homeissa. Sur les tables où sont exposés ces bijoux traditionnels, il y a matière à pénétrer le monde secret des Touaregs, dont les métiers artisanaux semblent encore avoir de beaux jours devant eux grâce au retour progressif des touristes. Voilà, merci à Naïm Al-Walich de nous avoir baladé à travers justement ce marché qui met en valeur tout le savoir-faire de la population touareg. En tout cas, on va tout de suite vous présenter la dame vraiment dont on a parlé tout à l'heure, ambassadrice de Ain Defla, qui nous vient justement ce matin pour parler d'une très belle initiative qui mérite d'être mise en valeur aujourd'hui dans notre matinale. Il s'agit de la création justement d'un espace dédié à l'hypothérapie. Alors bienvenue à vous, Madame Allawa, donc plutôt Madame Bachira. Voilà. J'ai sauté une ligne. Mais je me retrouve grâce à vous. Donc, Bachira Allawa, on a été ravis de vous recevoir ce matin. C'est moi, c'est plaisir à partager. Voilà, surtout quand il s'agit de mettre l'accent sur une initiative qui n'existe pas, vraiment qui est assez rare. Hein. À part Alger, les autres villes du pays n'ont pas ce type de prise en charge. L'hypothérapie, comment vous est venue l'idée justement ? Alors, on va dire hypothérapie, équithérapie chez certains. Alors, au fait, moi, je viens d'un milieu d'enseignement. J'ai des parents qui sont enseignants et on a créé avec ma mère un groupe scolaire à Ain Defla. Donc, du coup, je côtoie les enfants depuis très longtemps. Et on a eu on est à chaque fois déçus parce qu'on ne peut pas intégrer les petits autistes, surtout, dans des classes normales. Donc, on se retrouve toujours face à des parents d'enfants, on va dire entre parenthèses normaux, qui nous disent l'enfant autiste va perturber la classe, va ralentir l'apprentissage de nos enfants. Donc, j'ai réfléchi à une manière d'aider en quelque sorte. Ça m'est venu petit à petit avec mes enfants qui pratiquaient ce sport. Donc voilà, j'ai eu aussi la chance de beaucoup voyager et de découvrir cette thérapie dans d'autres pays. Par exemple aux États-Unis notamment, en Californie, donc où j'ai pu être vraiment en contact avec des professionnels de cette thérapie. Donc le projet m'a paru faisable dans le sens où à Ain Defla, on a un centre épique qui est là depuis 30 ans et qui est d'une envergure, on va dire, il est sur 7 hectares. Donc c'est pas mal, c'est assez grand. On a pu aménager un espace et les autorités ont joué le jeu en quelque sorte. Ils ont adopté, ils ont été là dès le début et ils nous accompagnent. On a même eu les visites plusieurs fois de M. Louali, le nouveau wali de la wilaya d'Ain Defla qui est très actif. Et qui nous a, il a en quelque sorte accompagné notre association et veut bien faire, veut aussi aller même au-delà de ce qu'on fait.
consacrer peut-être un grand centre. Un centre pour abriter justement ces personnes en situation de handicap. Tout à fait. Pas seulement les autistes, c'est vrai pas que... Seulement. Oui, il y a les autistes, il y a les trisomiques, on a aussi les enfants, on va dire, en situation de traumatisme, comme on a vu avec le Covid et tout ce qui s'est passé autour. Beaucoup de décès, beaucoup de chocs émotionnels. Donc on accompagne aussi ces enfants-là, des enfants qui sont aussi en échec scolaire, des enfants malades atteints de cancers et d'autres maladies un peu plus graves. Donc voilà, c'est à cette catégorie de personnes qu'on s'adresse. On voulait s'étendre même aux seniors, mais c'est pas évident dans le cadre où on est. Il faut un espace un peu plus sécurisé pour les accompagner. On dira step by step, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. Donc step by step. Et déjà, le premier step est géant dans la mesure où vous démarrez avec 50 enfants autistes. Tout à fait. Et là, vous en êtes où? À 250. Vous voyez, en l'espace de 3 mois, vous avez triplé le chiffre. Oui, au fait, la demande est très grande. On a recensé à Ain Defla, c'est des chiffres qui ne sont pas exacts. Pourquoi? Parce que le recensement se fait d'une manière un peu... Même le ministère peine à recenser les autistes. Donc on est à 700 autistes à Ain Defla, au niveau de la wilaya d'Ain Defla, qui sont recensés. Et c'est un chiffre assez conséquent. Assez important pour une petite... c'est une petite wilaya quand même, Ain Defla, c'est pas grand. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On ignore les raisons, mais ça prend de l'ampleur. Donc on couvre pratiquement toute la wilaya dans la mesure où on reçoit des personnes d'un peu partout, de Boumetfa, de l'Ataf, de Khmis Meliana. Donc nous on est au chef-lieu de wilaya, mais on reçoit pratiquement des enfants de partout. Non, quelle belle image là, on voit une petite... voilà. Alors là c'est novembre, c'est une naissance. Oui, c'est une naissance. En fait on a démarré officiellement l'association le 1er novembre. D'accord. Et novembre est né le 1er novembre. Il s'appelle Novembre, ce petit. Oui, il s'appelle Novembre. Ce petit poulain. Oui, c'est le poulain de Rodina. En fait, c'est elle, la jument, qui porte dans l'association porte le nom. Voilà, c'est vrai qu'on ne l'avait pas trop cité, cette association Rodina, donc Hypothérapie Association, donc en anglais, et Rodina Lil Fouroussi al Ilajia. Oui, voilà. C'est plus direct en arabe. Oui, voilà. L'impression. Oui. C'est vraiment direct en arabe. C'est fluide et direct. Fouroussia al Ilajia. Oui. Voilà, la thérapie par l'équitation. C'est vrai que les médecins ont toujours dit que l'animal pouvait apporter ce soutien psychologique à toutes les tranches d'âge. Et là, en particulier, donc le cheval, c'est vrai que c'est très apaisant de caresser un cheval. Tout à fait. Au fait, cette pratique est connue depuis l'Antiquité grecque. C'est le père de la médecine moderne, Hippocrate, qui a dans ses écrits parlé de cette thérapie. Donc, ces dernières années, dans les pays européens, aux États-Unis, ça a commencé dès les années 80. Les pays européens ont pris le relais dernièrement. Alors, ça consiste en quoi? On met les personnes en situation de handicap, en situation de détresse émotionnelle, les enfants atteints notamment d'autisme, on les met au contact du cheval. Alors, au contact du cheval, alors comme on le sait, le cheval est un animal, c'est une proie par essence. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à repérer si l'individu face à lui est un danger ou pas. Dès qu'il sait que ce n'est pas un danger, il l'adopte, il le met en quelque sorte dans sa horde. Et dans une horde, on a tendance à privilégier ou à mettre en confiance le plus petit, le plus vulnérable. Les plus vulnérables, voilà. Effectivement. Donc c'est ce qui se reflète sur l'enfant ou sur l'individu en détresse. Donc ça l'aide à avoir plus de confiance en lui, à adapter peut-être même à s'exprimer ou à s'adapter à des situations. Quand on dit équithérapie, à la différence de la thérapie normale, dans une thérapie, on a tendance à identifier le problème, à chercher le problème. Mais là, on agit directement sur comment dépasser le problème en lui-même. Donc c'est ce qui fait que c'est intéressant, surtout avec les enfants. On identifie, par exemple pour les autistes, on essaye de les prendre très jeunes, à partir de 3 ans, pour pouvoir agir sur leur comportement, sur leur confiance en eux-mêmes, ça agit aussi sur le niveau corporel. Leur insertion aussi, et puis leur, cet aspect
comment dire, le contact avec l'autre. Tout à fait. Voilà, privilégier un petit peu le contact avec l'autre. C'est surtout une question de cercle de confiance. Voilà. Effectivement. En parlant justement de toutes ces notions psychologiques, ça m'amène à dire que vous êtes entouré, vous êtes pédagogue, oui, mais voilà, vous êtes dans l'enseignement universitaire et aussi voilà, à travers l'école de votre maman. Et là, vous êtes aussi entouré d'une bonne équipe de psychologues. Oui, tout à fait. Au fait, je vous disais qu'on a eu la chance d'avoir l'aval des autorités à Ain Difla. Donc tout le monde a mis en quelque sorte la main à la pâte. Donc avec la DSP, on a eu une équipe de psychologues et autres. Avec la direction de la DAS aussi, on a eu orthophonistes et autres. Donc voilà, ça a fait qu'on a une bonne équipe et au lieu de former, on a pris le chemin inverse. On a formé des psychologues au métier équestre. D'accord, donc c'est voilà. plutôt le... Donc, voilà. Oui, et il y a quand même un accompagnement qui va être encore plus, qui va avoir plus d'envergure à partir de janvier. Donc on essaye de prendre en charge l'enfant, surtout l'enfant autiste et l'enfant en situation de traumatisme ou d'handicap, quel que soit l'handicap. On a envie de le prendre en charge au niveau de l'association, dans la mesure où, quand il est sur le cheval ou au contact du cheval, on fait en sorte que le thérapeute intervienne à ce moment-là. Très bien. Voilà. Parce que le cheval a déjà préparé le terrain. Tout à fait. Donc voilà, le thérapeute psychologue va pouvoir faire son travail d'une manière plus efficace. Très bien. Donc c'est à quelle fréquence que les enfants fréquentent le club équestre? Alors, au fait, nous on est là toute la semaine et on propose aux enfants 2 séances par semaine. Ça peut aller au-delà, ça dépend les besoins de l'enfant. Voilà. Il y a certains enfants qui sont là, qui ne sont pas insérés dans des écoles, donc ils sont là pratiquement tous les après-midi. Voilà. Pour justement mettre en valeur cet effort, cette grande dame et son équipe aussi sont souvent présents bénévolement aux côtés de ces enfants en détresse. Mais il y a aussi maintenant une ouverture vers l'enfance de tous bords, c'est-à-dire dans la mesure où cet espace existe. Les jours où il n'y a pas d'autistes, où il n'y a pas justement tous ces enfants en difficulté, il y a aussi la possibilité. On reçoit aussi, oui, voilà. On reçoit de petits enfants. En fait, on a opté pour un poney club. Donc, on travaille toujours avec les enfants. C'est gratifiant de travailler avec les enfants. Absolument. Donc, on a des enfants à partir de 3 ans qui commencent une initiation au poney et qui peut-être un jour seront des cavaliers émérites. Oui. Au fait, à Ain Difla, cet esprit équestre est là depuis très longtemps. Donc on essaye juste de faire revivre cette tradition qui est là, qui est ancrée. Voilà, c'est vrai que nombreuses sont les régions où vraiment il y a toujours ce respect de la fantasia, du cavalier, de ce cheval barbe, héritage vraiment ancestral et qu'on met en valeur. Oui. Mais vous avez eu à voir aussi une expérience dans les pays arabes. Oui, tout à fait, aux Émirats arabes et surtout en Arabie Saoudite. Enfin, au début, ça m'a interpellée parce que j'ai vu, il y a plusieurs centres qui sont vraiment à la pointe là-bas et qui s'occupent de cette catégorie, surtout des enfants autistes. Hein. Je me base surtout sur ça parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et chez eux aussi. Donc ils ont pris le devant, j'ai envie de dire, et ils ont investi. Peut-être parce qu'ils sont anglophones, peut-être parce qu'ils sont plus proches des pays États-Unis où vraiment la pratique est plus importante. Tout à fait. Donc oui, on a eu on projette aussi d'avoir un programme de formation avec certaines associations dans d'autres pays qui pourraient éventuellement nous donner une aide considérable parce qu'on n'a pas encore des thérapeutes qui sont spécialisés dans le domaine. Donc on en a besoin, vraiment. Et nous, on a besoin justement de ces initiatives qui nous viennent d'ailleurs que de la capitale. Donc vous êtes à l'intérieur du pays, donc dans la ville de Ain Difla, la wilaya de Ain Difla, donc qui a la primeur de cette création. Bon, il y a déjà un centre qui existe à Alger. Tout à fait. La pratique existe du côté de la capitale, mais dans les autres villes, vous êtes pionniers. Donc très bien. On a eu cette chance. Je vous ai dit, c'était un concours de circonstances et certaines facilités qui se sont mises en place pour qu'on puisse aboutir à quelque chose.
à cette association qui est naissante, qui a quand même 3 mois d'existence. On a commencé dès le mois d'août, mais officiellement au mois de novembre. On a de grands projets, on essaye de les mettre en place doucement. Franchement, personnellement, j'ai une équipe qui est derrière et que je remercie. Ils sont là des fois du matin au soir et moi-même ça vous motive, ça me motive. Je me dis franchement ils y croient et c'est gratifiant sincèrement. Voilà. Oui, excellent. Donc voilà, pour rappel, vous avez aussi investi beaucoup d'efforts à l'aménagement. Donc maintenant, le cadre est très agréable, il est à découvrir. C'est un très beau club hippique franchement à découvrir. Qui est à découvrir. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, qui sont à Ain Dfla, qui nous regardent ce matin, qui n'ont pas d'idée de destination pour leurs enfants en cours de vacances, et ben voilà, il y a un petit poney club qui est né et du côté de l'association Rodina Hippothérapie. Donc ça se trouve justement dans le club équestre de la wilaya. Donc Rodina Hippothérapie, on a été ravis de recevoir sa présidente. Donc merci de nous avoir permis de découvrir cet univers particulier. Merci à vous, merci de m'avoir invitée. J'espère revenir bientôt. Eh ben avec d'autres projets. Voilà. On sent en tout cas la motivation et on n'est pas du tout, on ne sera pas du tout étonné de voir l'émergence d'un nouveau centre ou d'un nouveau lieu pour la thérapie ou d'autres modes de thérapie. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Donc Bachira Alawa, présidente de l'association Rodina Hippothérapie, on vous souhaite justement de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci donc beaucoup. En tout cas, voilà. Et à travers vous, on salue tous les bénévoles de l'association. Oui, et tous les gens d'Ain Dfla qui nous ont soutenus. Voilà, une bonne fin d'année, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Allez, un moment, une pause musicale avec Marie Ben Allel tout de suite. سيدي بوهدي جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا معدني بيدك رميلي بالقبيح ضرة يسعد اللي صفة مسعدو بعد النحاس يعضلوا نقرا نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا زمر ضايا مسقي من جنته الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا قاصد أجني في المنام
Voilà, donc c'était la voix de Mariam Ben Allel à l'instant, mesdames, messieurs. Merci si vous venez de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Donc vous faites bien parce qu'on va vous parler d'art et on va montrer deux talentueuses artistes ce matin. Voilà, tout d'abord, honneur aux dames avec Nassima Hafef, chanteuse et interprète d'andalou. Elle est également musicienne. D'ailleurs, son violon est avec elle. Il ne la quitte pas. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonjour le peuple algérien en dehors et à l'intérieur du pays. Inch'Allah يكون نهارهم زين اليوم مبروك. Inch'Allah. En tout cas, انت راح تنورينا, انت راح تزيني encore plus ce jour où on va justement vous entendre parler, avoir un petit peu votre actualité. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez en face de vous, mesdames, messieurs, la détentrice du premier prix donc, de la Fondation Abdelkrim Dali pour cette année. Donc, c'était la plus belle interprétation retenue par le jury de ce concours prestigieux. Alors aujourd'hui, nous allons parler aussi d'art plastique avec la présence parmi nous de Monsieur Boussetta. Donc, Monsieur Boussetta donc, est artiste peintre. Mohamed Boussetta est actuellement donc, exposé. Donc, les œuvres sont exposées actuellement à la galerie Mohamed Rassim jusqu'à la fin du mois en cours. Bienvenue. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir. Oui, moi aussi. Voilà. Oui. Donc, ça se passe comment avec le public de la galerie qui vient vous visiter? Donc, ça va? Il y a un bon retour? Oui, ça passe très très bien. C'est le premier expo que j'ai fait vraiment ناجحة. Très bien. Oui. Donc, expo personnelle. Les études donc se sont déroulées à Azazga. Donc, oui. À Azazga, donc, vous avez reçu les bases et puis après, vous avez entamé une belle carrière d'artiste. Oui, كان عندي le chance باش قريت في عزازكا باسكو il est vraiment belle école. Oui. كامل les côtés l'artiste يلقى l'inspiration تما à la montagne. Oui, impossible de ne pas être inspiré. Avec la montagne. Les profs sont vos amis. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de connaître quelques profs de l'école d'Azazga et c'est vrai que c'est une belle pépinière où il y a cette beauté de la nature qui vous entoure et vous êtes retiré du monde. Oui. خلصت en 2013 spécialité la peinture. كان التام ديالي لوتوكريتيك دون لا بلاستيسيا. Très bien. في التام هذا l'école اللي خلتني نانسبيري باش لحقت ديجا لو تام. L'autocritique parce qu'il n'y a pas beaucoup de critiques dans le marché algérien. Non, c'est النقد الذاتي. النقد الذاتي bien sûr. Avec la toile, oui. Très bien. Donc, en tout cas, Dorka Chefna, une toile dialecte, c'était une ruelle de la Casbah. Voilà, donc elle repasse actuellement, donc vous pouvez commenter aussi avec moi. Oui. Voilà, ça c'est une touche un petit peu impressionniste. Oui. C'est avec des couleurs chaudes, des gris colorés, dans l'impressionnisme. Voilà, donc. C'est Radaya. C'est Radaya, je pensais que c'était la Casbah d'Alger. Donc c'est Radaya, effectivement, voilà, le passage est carré et il n'y a pas de voûte. Oui, c'est ça. Même les gammes chaudes de. Oui. On a vu aussi tout à l'heure, je crois que c'était du côté de Boussaada ou je me trompe? رحت لبوسعادة ثاني non? Oasis. L'Oasis رحت non? لا هذه وين؟ Oui, هذه c'est واحد j'ai oublié le nom ديالها واحد أهرير donc أهرير donc رحت لجانت. Non, c'est un ami qui m'envoie la photo que j'aime bien. Très bien, العقوبة le voyage. Inch'Allah. De toute façon, j'ai parce que Herir Chaba, c'est une guelta. أنا رحت لها donc الجلتا هذه c'est vrai que ça ressemble effectivement guelta الحجر من جهة les oiseaux c'est incroyable on est au cœur du Tassili بصح à un moment donné on découvre comme ça ce paradis c'est تعطينا واحد les sentiments très trop belles
le calme la beauté اللي تحسيها تما. Très bien. Oui. Même à l'intérieur الواحد يربوزي يرتاح effectivement. Oui, et puis اللي يشوف اللوحة تاني يرتاح. وي سي صا هذا اللي حبيت نلحقوا اللي راح يشوف اللوحة تما اللوحة راح يشوف فيها السونتيمون هذاك. كانوا دي فيزيتور من الصحة كي دخلوا كانوا في ليكسبو حكيت معاهم لحقهم الميساج وشافوا. انا دركا عقلت تيكوبا وين لا هنا سي جانيت. C'est Janet Tassili Nadjar et donc ça c'est cette roche معروفة. Donc on a Tikobawin, on a la petite caravane qui passe. Très belle œuvre, vraiment. Ça c'est une très belle composition. Voilà, ça c'est vraiment au crépuscule. C'est beau, hein? C'est beau, c'est très joli. Et donc voilà, c'est-à-dire que il y a même si vous ne voyagez pas beaucoup, donc j'imagine que vous voyagez à travers la photographie et vous essayez de mettre en valeur ce patrimoine. À l'instar de la chanteuse Imzad, donc je fais une chanteuse. Les voyages, non, ça va, j'ai voyagé, surtout à les salons. عندي plus de 20 expos collectifs les salons nationaux. Oui. خلاتني نشوف بليزيور quelques régions. وي مام لو صح كاين كيما جانت ما رحتلهاش مي شفت دي اوتخوازي تما مام سونتيمون هذاك عشته في الصحة. سي لا بليبار دي لي طابلو ديالي سي دي فوتو انا اللي عشت فيهم حكمت لا فوتو. Oui, c'est ça. Et en tout cas, voilà, vous êtes sur plusieurs, plusieurs modes d'expression. Là, par exemple, on est sorti de ce paysage, on s'est retrouvé dans un paysage urbain, mais là, encore une fois, c'est un peu plus stylisé. Oui, toujours نحوس على في التام توجور في لو تام تاع لوتوكريتيك توجور نحوس على دي لوميير نحوس على des nouveaux techniques. Très belle composition, Jamal Kbir, mais avec un regard très. Vous aimez, hein? Oui. Moi j'aime beaucoup celle-là, où vraiment le Kouas Hadouk avec la lumière, les reflets des voitures. Tout ça, ça rehausse un petit peu cette composition-là, Iberek. Et c'est vrai que c'est votre regard. في لا فيل ماشي غير في الصحراء باسكو chaque endroit عنده واحد الكوتي تاع spirituel. Voilà, donc c'est un très beau voyage que vous pouvez découvrir avec le regard de notre artiste ici présent, Mohamed Bousta, donc qui vous offre l'occasion justement de découvrir un imaginaire particulier, un univers. Donc il est visible jusqu'au 31 décembre. Oui, Inch'Allah. Peut-être يزيدوا 2 jours 3 jours. Très bien. تما مازال اوكازيو تاع يومين ولا 3 اللي حاب يجوز لا غاليري مرحبا بها. Il y a beaucoup de paysages à découvrir dans cette exposition et qui va vous balader à travers la beauté de notre pays. Donc il y a plus de 15 wilayas. D'accord, représentés dans les œuvres. Oui, Constantine, Batna, 5 wilayas تاع côté Sahara. Il y a la Kabylie, il y a Djidjel, Boumerdas, Alger, oui. Oui, donc on a un beau pays. Plus, il y a un travail de création, dans l'imagination, un nouveau style dans le contemporain. Oui. J'ai essayé de faire des portraits, mais je ne dessine pas à l'intérieur. Oui. J'ai essayé de ressentir l'énergie. L'émotion et l'énergie. L'émotion, l'énergie que les trojes menacent les khademtهم. Je suis curieuse de découvrir en tout cas. Vous aussi, j'imagine. Oui. On a envie vraiment de découvrir cet univers et on a aussi envie de découvrir le vôtre. Donc, Madame Nessima Hafef, on est ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Et
voilà, surtout que voilà, il y a de l'actualité vous concernant. Donc, vous êtes détentrice de ce prix 2022 de la Fondation Abdelkrim Dali pour l'interprétation andalouse, n'est-ce pas? Donc, vous baignez en tout cas dans l'andalou depuis très très longtemps, depuis très jeune. J'ai commencé très très jeune, comme je l'ai toujours dit. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, la musique andalouse, chez M. Ouznadji Youssef, bzaf. J'étais un côté très jeune, l'association Rossignol d'Alger, les Rossignol d'Alger, Anna des Jazair. Et كبرت عنده Monsieur Ouznadji, j'ai appris beaucoup de choses chez lui, les bases de la musique andalouse, l'instrumentation, le chant. C'est un... Quand vous dites très jeune, vous avez commencé à l'âge de 8 ans, hein, pour ceux qui ne le savent pas. من بعد رحت لي بوزار d'Alger عند Monsieur الهادي بوكورا aussi. Et après, الطموح يزيد يكبر. J'ai été sollicitée par les orchestres de l'Opéra d'Alger sous la baguette de M. Nedjib Kateb. Et à ce moment-là, je me suis intégrée à l'association Cordoba d'Alger. Et puis un jour, ils ont déclaré le grand concours de la Fondation Abdelkrim Dali. تحت إشراف Madame Wahiba Dali. Voilà, pourquoi pas ne pas essayer le concours. Tentez ma chance cette année. Voilà. Et ça a été bien aussi. Hein. Vous jouez super bien du violon et donc du coup vous avez accompagné de grands chanteurs. Oui, j'ai accompagné les orchestres de l'Opéra d'Alger, de grands chanteuses, chanteurs comme Madame Nora Bouchama, Nedia Ben Youssef. Monsieur Karim Bourazi, de grands noms et ça m'a permis d'apprendre à la scène, le chant, la façon de se tenir, c'est grandiose. Voilà, vous êtes soliste depuis quand même pas mal de temps dans les associations. On va vous écouter dans ce petit extrait, on va revenir juste après. Et puis aussi de voir un petit peu le déroulement des enregistrements pour la préparation de votre tout premier album qui est en cours. Oui, Inch'Allah, en plein préparation de la Nouba, un enregistrement très 100% Sanaa, on est en pleine répétition avec M. Nedjib Kateb, le chef d'orchestre et le directeur artistique de la fondation. نحييه ونشكره بزاف على les efforts تاعو. Et voilà, Inch'Allah, c'est pour bientôt, عام جديد إن شاء الله
Voilà, vous entamez 2023 avec l'album, une belle création. Une belle nouba qui se prépare avec de beaux textes et de belles mélodies, Inch'Allah. On va laisser la surprise pour... Voilà, juste avant l'extrait, je disais que vous étiez soliste déjà depuis pas mal de temps, mais là franchement, le concours a permis de voir toutes vos capacités dans la mesure où vous avez interprété toute une nouba devant le jury. D'habitude, on interprète juste un morceau, les associations, avec l'esprit du groupe. كل وحدة فينا واش تأدي واحد مصدر درج et tout. Mais ce concours, il m'a permis, il interprète toute une nouba devant un grand public, un grand jury que نحييهم من هذا المنبر هذا avec un orchestre professionnel. يعني c'est un bon début. يعني la fondation إن شاء الله نتمنى لها الدوام parce que elle donne la chance aux jeunes de s'y faire connaître. Voilà, في الساحة الفنية. Comme je l'ai toujours dit, ce concours c'est une pièce d'identité تاع les jeunes اللي مازالهم غير في مخبيين في الجمعيات. C'est une occasion de les révéler, de se faire connaître. De les révéler au public. Voilà. En tout cas, le public aujourd'hui a eu quelques petits indices vous concernant. On va aussi lui offrir la possibilité de vous entendre jouer de cet instrument qui ne vous quitte jamais. C'est votre instrument de prédilection. C'est donc le kamen. C'est alt el-kaman, oui. Alt el-kaman en arabe. C'est alto. D'accord, très bien. Mais c'est beau, c'est très beau, l'istighbar, moi j'adore ça. Et puis bon, c'est vrai que de rappeler que les amis c'est précieux et c'est vrai que l'occasion de leur dire combien on les aime, effectivement. Merci pour ce petit extrait. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Et j'imagine un petit peu comme cette joueuse d'Imzad qui a inspiré notre artiste Mohamed Bousta. Peut-être qu'on verra un jour une toile où l'on verra une joueuse de violon. Oui. Déjà, كاين واحد l'étoile avec l'instrument cello. Cello, oui, cello, exactement. Très bien. Il est exposé maintenant. Il est exposé, donc il y a déjà eu une inspiration du genre. J'avais deviné que ça allait vous inspirer en tout cas. On a été ravis de vous recevoir, Mohamed Bousta. Donc rappelons justement à ceux qui sont avec nous ce matin que voilà, l'exposition dure jusqu'à la fin de l'année, mais peut-être qu'elle se prolongera aussi jusqu'en début. Du mois jusqu'au début de janvier, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Il reste encore 2 jours, 3 jours, Inch'Allah.
mais c'est pour l'invitation. On a été ravis, en tout cas. On a été ravis et on souhaite que le public viendra échanger avec vous, partager et puis peut-être acquérir une de ces toiles, pourquoi pas. Merci. دانيال حبيت ليكسبو هذه خلاتني نانسبيري باش باسكو هو لو طوال يحكي كوم ان ليفر. ليكسبو خلاتني نانسبيري باش ندير كتاب بديت فيه على يحكي على ليكسبو هذه وكيفاش كامل لي فيزيتور كامل واش صار في ليكسبوزيسيون ان شاء الله راح يكون من بعد. Donc j'en conclus que c'était une belle expérience humaine. Oui. Allah Ibarak. On vous souhaite en tout cas toute la réussite. La réussite à l'exposition également. On souhaite aussi toute la réussite à notre artiste Naslima Hafef qu'on a été ravis de recevoir ce matin. Et donc voilà, j'imagine la fierté de vos enfants. Donc vous êtes maman de 2 enfants qui vous aiment, j'imagine, et qui m'ont toujours encouragé. Oui, très fiers de leur maman. Alhamdulillah. Et le conseil que je dois, il faut encourager les enfants à aimer ce patrimoine. Il faut, ils poussent leurs enfants à aimer cette musique. C'est pour toujours garder le patrimoine, la richesse. Vous, c'est votre grand-père qui vous a transmis tout ça. C'est mon grand-père, oui. Allah yarhamou, il m'encourageait tout le temps à faire la musique et alhamdoulilah voilà. Très bien, et justement parlant de musique, c'est avec un de vos morceaux qu'on va clore cette émission. On va écouter à l'instant donc un dernier extrait et je vous souhaite vraiment toute la réussite. Merci beaucoup. Une bonne et heureuse année. Merci aussi. Avec Sarah et restez branchés. Plein de succès pour vous deux donc et pour tous ceux qui sont avec nous ce matin donc qui nous ont suivis patiemment jusqu'à 10h. Merci pour votre fidélité. Moi, c'est ma dernière de l'année. Donc je vous souhaite vraiment une bonne, heureuse année, pleine de santé, de bonheur et de prospérité. Et je vous donne rendez-vous dimanche.